Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa. Membre du Rassemblement de la dynamique de l'opposition, il a rencontré Bruno Tshibala, le Premier ministre, mais n'est pas entré au gouvernement. Président national du parti Congo-Labisso, est-il aujourd'hui de Limete ou de Kassavubu? Il fut le premier ministre des Finances du président Joseph Kabila. Sur Top Congo FM, il disait il y a un peu moins de 2 ans être celui par qui la monnaie nationale a connu début de son ère de stabilisation. Alors que le franc congolais déraille, que pense-t-il qu'il doit être fait aujourd'hui? Monsieur Matungulu, bonjour. Bonjour Christian. Pour vous interroger ici, nous remercions d'ailleurs la Voix de l'Amérique à Washington pour son agréable studio. Dans un premier temps, ce sera Eric Ambago, monnaie économique. Dans un second temps, interviendra Thierry Kambundi de Top Congo FM. Sur Top Congo FM, je le disais, il y a un peu moins de 2 ans, vous disiez être celui par qui la monnaie nationale a connu début de son ère de stabilisation. Aujourd'hui, le franc congolais déraille entre 1500 et 1600 francs par rapport au dollar. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous dire ce qu'il y a lieu de faire? D'abord, je voulais commencer évidemment par vous remercier pour cette opportunité que vous me donnez de vous retrouver et à travers vous évidemment de parler directement à la population congolaise. Nous sommes, personnellement, je suis très préoccupé, comme tous les compatriotes, par cette évolution du taux de change. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une inflation en principe à cause de cette dépréciation de la monnaie nationale qui pourrait avoisiner les 50% contre moins d'1% en 2015. Ça se traduit par une détérioration du pouvoir d'achat de la population et je crois qu'on le voit quand on parle notamment de nos compatriotes qui sont fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, leur salaire en monnaie nationale ne représente plus que la moitié pratiquement de ce qu'il valait au début de l'année. Donc il s'agit d'une situation qui nous préoccupe beaucoup et on se pose bien entendu la question de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir arrêter cette dégringolade de la monnaie nationale. Je crois que si nous examinons les faits, on constate que, en fait, nous sommes en train d'assister au retour des grands déséquilibres macroéconomiques dont nous pensions qu'on les avait maîtrisés il y a quelque temps, déséquilibres au niveau des finances publiques et des déséquilibres, des déficits au niveau des finances publiques aujourd'hui dont on sait qu'ils sont monétisés, en d'autres termes, financés avec recours au financement de la Banque centrale, ce que l'on appelle habituellement la planche à billets, alors que nous le savons aussi, il y a une loi qui a été prise il y a quelque temps qui interdisait ce type de financement des déficits de l'État. Voilà la première grande cause. Deuxièmement, on sait aussi que aujourd'hui il y a des fuites des capitaux compte tenu des incertitudes politiques qui sévissent aujourd'hui en République démocratique du Congo. Il y a un certain nombre d'opérateurs qui ont décidé de se mettre à l'abri ou de mettre certaines de leurs ressources à l'abri à l'étranger. Cela se traduit évidemment par une forte augmentation des devises et ceci contribue aussi à mettre la pression sur la monnaie nationale. Aujourd'hui, en clair, c'est manque de liquidité, c'est cela le responsable du déraillement du franc congolais? Donc j'ai parlé d'abord des 2 facteurs. Je crois qu'il faut ajouter aussi les déficits au niveau de la balance des paiements. Face à une situation comme celle-là, en principe, on ne peut pas parler de manque de liquidité. S'il y avait manque de liquidité, la monnaie serait forte. En réalité, lorsque nous assistons à cette dépréciation effrénée de la monnaie nationale, il y a trop de francs ce qui signifie qu'il y a un surplus d'offres de monnaie par rapport à la demande. Et la demande, notamment, est déterminée par l'évolution de l'économie, les transactions qui sont menées et de façon saine. C'est une situation qu'on peut mettre en parallèle avec celle de 2001, quand vous étiez ministre des Finances. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour stabiliser cette monnaie? Est-ce que c'est possible encore? Ah oui, moi je crois que la stabilisation de la monnaie, c'est un exercice en principe aujourd'hui que nous maîtrisons.
nous savons exactement quels sont les outils qu'il faut pouvoir utiliser pour ramener la stabilité au niveau de la monnaie nationale. J'ai parlé de ce qui se passe notamment au niveau des finances publiques. Nous avons dit, lorsque les finances publiques sont déficitaires et que les déficits est financé par recours aux avances de la Banque centrale, il y a là quelque chose qu'il faut faire. Donc, en ce qui concerne le volet finances publiques, ce qui est important de faire, c'est de renforcer la mobilisation de ressources intérieures. Et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir un peu à ça, parce que, bon, nous savons, quand on regarde les paramètres de l'économie dans le domaine des finances publiques, on sait qu'il y a des poches de ressources qu'on peut exploiter. Donc, renforcer... Notamment minier, le secteur minier. D'une façon générale, quand je le dis, je pense à quelques grandes statistiques. Premièrement, lorsque vous avez une économie qui fonctionne et qui produit ce que nous appelons le produit intérieur brut, les recettes de l'État est un prélèvement sur l'activité économique, sur la richesse en termes évidemment net, des valeurs nettes qui est produite. Et en Afrique, la moyenne de ce prélèvement de l'État au titre d'impôt tourne autour de au minimum 20%. On peut même dire 22, 23, 24%. Le ministre du Budget disait récemment qu'au Congo, c'était autour de 10 à 12%. Et au moment où nous sommes en train de parler, en principe, on a ce coefficient qui est autour de 8%. C'est uniquement augmenter la perception des taxes. Ça, c'est du côté volet renforcement des moyens à la disposition de l'État pour permettre que les dépenses puissent se faire sans recourir au financement ou aux avances de la Banque centrale. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut faire. Nous avons un taux de prélèvement, disons le ratio recette-PIB aujourd'hui qui n'a que de 8%. Et je crois que malheureusement, les 2 dernières années, nous avons connu en fait un grand recul dans ce domaine, parce qu'en 2015, suivant les statistiques disponibles, les taux des recettes par rapport au PIB étaient de 13,6%. Il est tombé aujourd'hui pour l'année en cours autour de 8%. Donc voilà, ça signifie que je crois qu'il y a quelques poches de possibilités en matière de mobilisation de recettes qu'on peut retrouver de ce côté-là. Malheureusement, il faut dire que notre pays quand même connaît énormément de difficultés, n'a pas beaucoup évolué sur le plan économique pendant les dernières années, et la conséquence c'est que nous nous retrouvons avec un PIB qui tournerait autour de 40 milliards de dollars, ce qui est vraiment évidemment insignifiant quand on a une population de cette importance. Alors si nous sommes en mesure de mobiliser les recettes sur la base, disons comme on le fait moyennement en Afrique, avec 40 milliards, si vous avez un coefficient de prélèvement de 20%, ça vous amène autour de 8 milliards à peu près, ce qui est évidemment toujours très très modeste, mais avec le taux de prélèvement de 8% que nous avons, on est autour de 3 milliards 2, 3 milliards 5 au grand maximum. Donc nous disons qu'il y a une certaine marge qui est disponible, mais pour pouvoir aller à ces niveaux, je crois qu'on a besoin de beaucoup davantage de sérieux au niveau de l'administration, des régies financières, au niveau de la lutte contre la corruption, au niveau de la lutte contre la fraude et d'une façon générale, je crois, en ce qui me concerne, au niveau de l'éclaircissement, de la clarification des perspectives politiques du pays. Éric Ambagou, Top Congo FM. L'instabilité, vous avez donné la raison, c'est notamment la planche à billets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'autorité monétaire qu'est la Banque centrale du Congo est incompétente et n'arrive pas à être débordée par cette inflation. Bon, d'abord, je crois qu'il y a quand même plusieurs paramètres qui expliquent aujourd'hui cette course effrénée, la dégringolade de la monnaie nationale. J'ai parlé de la situation des finances publiques. Je crois que nous avons besoin d'un peu plus d'indépendance de la Banque centrale vis-à-vis du Trésor ou du ministère des Finances. La loi aujourd'hui interdit tout financement monétaire des déficits de l'État.
Je crois que si on pouvait aller dans le sens de ce que la loi nous impose, d'abord au niveau de la gestion du ministère des Finances, ça aurait été beaucoup plus pressant de renforcer la mobilisation de recettes pour ne pas devoir recourir au financement de la Banque centrale. Je crois qu'on aurait senti avec un peu plus d'empressement la nécessité de bien encadrer les dépenses. Mais comme je le disais, la situation que nous connaissons aujourd'hui, la dépréciation continue de la monnaie nationale n'est pas justifiée que par ce lien entre le ministère des Finances ou disons le budget de l'État et les financements ou la Banque centrale. J'ai dit également qu'aujourd'hui, malheureusement, compte tenu des perspectives floues, si on peut dire, politiques qui sont celles de notre pays, il y a des opérateurs économiques, et il me semble que c'est un comportement tout à fait normal, qui préfèrent garder leur argent à l'étranger plutôt que de le ramener chez nous. Et quand vous dites que vous allez placer de l'argent à l'extérieur, ça signifie que vous augmentez la demande de devises. Et quand en contrepartie, il n'y en a pas suffisamment, ceci se traduit aussi par des pressions au niveau de la valeur externe de la monnaie nationale. Vous avez dit tout à l'heure que la situation est difficile. Alors, la Banque centrale du Congo avait pris un certain nombre de mesures, relevé le taux directeur. La Banque centrale a vendu des devises aux banques commerciales. La Banque centrale s'est également employée dans les opérations d'adjudication, c'est-à-dire achat des francs congolais sur le marché. Toutes ces mesures n'ont pas suffi pour stabiliser le taux de change? Je pense que ces mesures sont largement insuffisantes. On pourra évidemment s'en rendre compte, il suffit de voir le cheminement de la valeur externe de la monnaie. Si les mesures sont efficaces, en principe, elles vous permettent de maîtriser la situation. Moi, je pense qu'au-delà de ce qui est fait et qui constitue un recours tout à fait normal à des outils traditionnels, la politique monétaire, ce que la Banque centrale est en train de faire, je crois qu'on doit aller beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin, aujourd'hui, signifie quoi? Nous savons que techniquement, lorsque malheureusement le pays s'est arrangé pour se retrouver avec ce taux de prélèvement fiscal de 8%, c'est très très difficile. Je crois que nous en avons l'expérience en une année de rapidement aller à 20%. Parce qu'il faut bousculer les mécanismes de fonctionnement de l'ensemble, disons, du ministère des Finances, le contrôle des régies, gérer, je dirais, les comportements parasitaires que nous connaissons. C'est un retour vers la normale, malheureusement, qui ne se fera que graduellement. Mais dans un premier temps, je pense que ce que nous devions faire, c'est quoi? C'est une combinaison de ces mesures que la Banque centrale est en train de prendre, avec un peu plus de retenue au niveau de la gestion de dépenses, davantage de responsabilité dans la mobilisation de ressources intérieures, mais en même temps, nous faisons partie d'une communauté internationale qui a un certain nombre de règles. Donc il faudrait que la RDC reprenne son programme avec le Fonds monétaire international. Moi je dis qu'en principe, on doit pouvoir se permettre la possibilité de négocier des financements qui ne renforcent pas ou qui ne détériorent pas la viabilité, la dette extérieure du pays, mais qui nous permettent, pendant une période transitoire, pendant que nous mettons en place les mécanismes nous permettant de faire repartir la machine économique, de renforcer la mobilisation de recettes, mais aussi de disposer des financements extérieurs sains, dans une certaine mesure. Sachant bien que le FMI pose des conditions avant de reprendre le programme avec un pays, notamment les RDC aujourd'hui. Donc je dis, on a ces ressources extérieures qui peuvent être des ressources d'emprunt ou des dons, de façon telle que nous maîtrisions la situation pendant que nous sommes en train de travailler à relancer l'économie. Aller vers les emprunts obligataires, ce n'est pas vers cette option pour avoir un peu plus d'argent pour
avoir un appui budgétaire pour stabiliser sa monnaie? Bon, ben, écoutez, c'est un emprunt, on peut l'appeler de plusieurs façons, mais il s'agit d'un emprunt. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que, au-delà, dans un premier temps, des efforts qui sont menés pour encadrer les dépenses, pour mobiliser davantage de ressources, il faut aussi voir aux possibilités d'emprunt, de préférence concessionnelle, mais en tout cas d'emprunts qui ne remettent pas ou qui ne remettraient pas encore en cause la viabilité de la dette du pays. La Banque centrale a pris un certain nombre de mesures. La dernière conférence du gouverneur de la Banque centrale, le gouverneur a dit qu'aujourd'hui, pour stabiliser de manière substantielle la monnaie congolaise, il fallait notamment aller vers des réformes budgétaires et des réformes structurelles. Alors, ce sont là des mesures qui peuvent naturellement stabiliser la monnaie congolaise. Bon, à très court terme, non. Je crois que ce que le gouverneur est en train de dire fait partie de tout ce qu'il y a de plus normal qu'un pays comme le nôtre, avec les potentialités qui sont les nôtres, devrait avoir comme, je dirais, plan de développement économique à long terme, qui a besoin évidemment d'être soutenu par une situation politique un peu prévisible, avec un peu moins d'incertitude. De sorte que, dans un premier temps, évidemment, on maîtrise la monnaie avec les outils, grâce aux outils que j'ai évoqués tout à l'heure, mais en sachant très bien que tant que les vraies réformes en profondeur n'auront pas été menées, je crois que ce sera très très difficile. Quelles réformes en profondeur? Des réformes en profondeur. Vous savez, aujourd'hui, comme on l'a dit, ce que nous savons, c'est qu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande de monnaie. La demande de monnaie peut traduire la vitalité de l'économie. Et donc, nous avons besoin vraiment de nous assurer que tous les grands secteurs de l'économie nationale, finalement, commencent à fonctionner comme il faut. Ça pose des problèmes, plutôt la question de la résolution des difficultés que le pays connaît en matière d'infrastructure, en matière d'approvisionnement en produits énergétiques. À court terme, aujourd'hui, le franc congolais est à 1540, le dollar. Aujourd'hui, on demande à Fadi Matungulu quelle mesure urgente à prendre maintenant pour que la semaine prochaine, dans 2 semaines, qu'il y ait stabilité ou même baisse de la parité franc-congolais. Quelle est la mesure, la mesure, avant de passer à cette litanie, la mesure qu'il faut mettre en place? Vous savez, il y a quelqu'un qui avait dit, et c'est vrai, les phénomènes sociaux sont des phénomènes totaux. Et je crois que la résolution de cette crise économique de notre pays ne peut se concevoir que dans une logique de long terme. Mais en attendant, ce que moi je dis, c'est que la stabilité rapide, même si elle est précaire, est possible. C'est ce que essentiellement nous avions fait quand nous avons eu le privilège de diriger le ministère des Finances en 2001. Nous sommes arrivés, le gouvernement est entré en activité en avril 2001. Je peux vous dire, et je crois que les statistiques sont là, vous pouvez le vérifier, 2-3 mois plus tard, nous avions retrouvé la maîtrise de la monnaie nationale. Je me rappelle d'ailleurs qu'à un moment donné, 3-4 mois après notre arrivée au ministère des Finances, on commençait à redouter les effets d'une monnaie trop forte, parce que plutôt que d'assister à la dépréciation de la monnaie, à un moment donné, la monnaie avait commencé à s'apprécier. Et donc ça passe vraiment, je crois, par une reprise en main, surtout de l'évolution des dépenses, mais également des grands efforts pour pouvoir renforcer la mobilisation de ressources. Et là, je l'ai dit, nous avons quand même des marges. On a un taux de mobilisation de ressources intérieures aujourd'hui qui n'est que de 8% du PIB, contre une moyenne africaine de 20, 22, 23, 24%. Budget 2017, avec 30 millions décaissés
tous les mois pour le financement des élections. Cela fait pas partie non plus, ou cela ne participe pas à l'hyperinflation qu'on constate? Bon, mais écoutez, vous savez, comme on dit, les ressources sont fongibles. On n'organise pas ou on n'analyse pas par rapport à leur impact sur les développements monétaires, les dépenses de façon isolée. Tout ce qui est dépensé, à un moment donné, se retrouve évidemment sur le marché. Ce qui est important, c'est qu'au niveau du Trésor, on puisse être à mesure de s'assurer que toutes les dépenses qui sont faites, finalement, peuvent être couvertes par les ressources dont on dispose. Vous voulez vouloir organiser et financer ces élections à tout prix, vous voulez sortir autant d'argent alors que, comme vous le dites, on n'en a pas, cela ne participe pas à la chute du franc congolais? Bon, mais écoutez, je crois qu'on a dit quand même très très clairement aujourd'hui que la facture électorale et toutes les autres dépenses de l'État se retrouvent dans ce que nous appelons évidemment le budget. La question qui se pose est celle de savoir si globalement prises, ces dépenses peuvent être prises en charge grâce à un effort accru de mobilisation de ressources intérieures, mais également grâce à ces financements extérieurs qui peuvent être disponibles si nous prenons l'option de travailler en bonne intelligence avec les partenaires au développement dont je crois beaucoup ont indiqué clairement leur disponibilité à accompagner le budget de l'État si évidemment on le fait de façon responsable. Thierry Kamoudi, Top Congo FM. Monsieur Matungoulou, je démarre par la première question de l'introduction, ou la première phrase de l'introduction de cette émission. Comment vous situez aujourd'hui, 2 ans après votre retour au pays? Vous êtes de la dynamique, quelle dynamique? Du rassemblement, quel rassemblement? Je crois qu'il faut me situer sur le plan politique aujourd'hui très très clairement du côté de ce que nous pouvons appeler les idéaux de la vie politique en termes d'attente de la population congolaise. Et aujourd'hui, je crois que les grandes attentes de la population congolaise par rapport aux politiques, c'est que la constitution de la République puisse être respectée. Tous les politiciens le disent. D'un autre côté, c'est que nous puissions aller aux élections pour que la population congolaise puisse être à mesure, évidemment, de se choisir ses dirigeants. Moi, je suis très très clairement de ce côté-là. Tous les politiciens disent la même chose. Vous êtes physiquement de quel camp? Parce que lorsque vous êtes arrivé, il y a 2 ans, on a fait une émission, oui. Vous avez bien situé par rapport à votre positionnement politique. Oui. Aujourd'hui, vous en êtes où? C'est ce que je suis en train de dire. D'abord, fondamentalement, je reste l'animateur principal de la formation politique que nous connaissons, qui s'appelle Congo-Labisso. Et deuxièmement, moi, je continue de rester avec tous ceux au niveau de la scène politique nationale, mais également du côté, évidemment, de la société civile, qui pense que c'est important que la constitution de ce pays puisse être respectée, que l'élection puisse avoir lieu. Et je crois que c'est cela que moi j'appelle le vrai rassemblement. Vous n'avez pas le rassemblement, mais si. Parce que moi je crois que la grande faute que nous commettons souvent chez nous, c'est de nous aligner par rapport aux hommes. Mais vous êtes aligné. Nous devons nous aligner par rapport aux idéaux. Et je crois que l'idéal aujourd'hui, ce que la population congolaise souhaite, c'est que nous puissions aller aux élections. Parce que, écoutez, la population congolaise, au-delà de la scène politique aujourd'hui, c'est pas seulement le rassemblement ou la majorité présidentielle. La population congolaise, elle est multiforme aujourd'hui, et je crois que ce qui différencie notamment la majorité présidentielle d'une grande partie de la population congolaise, c'est l'attachement de la population congolaise à ce principe de respect de la Constitution et l'organisation des élections. Apparemment, et donc, il faut que je refasse. Moi, je préfère me définir par rapport aux idéaux plutôt que par rapport aux individus. Parce que de toute façon,
laissons les choses, les arrangements politiques. J'ai l'impression que vous cachez. S'il vous plaît, monsieur Matungu. Si je peux juste terminer, parce que vous m'avez posé la question. Premièrement, par rapport aux idéaux, voilà ce que moi je dis. Je suis avec ce que la population congolaise recherche. Deuxièmement, en ce qui concerne le rassemblement, je crois que nous avons quand même très clairement eu un certain nombre de ratés par rapport au mandat, la définition du mandat du rassemblement. Vous vous rappellerez que moi personnellement, je considère évidemment la dynamique de l'opposition quelque part comme étant le père du rassemblement. Parce que pendant que les autres personnalités du rassemblement que nous connaissons étaient en négociation avec la majorité présidentielle sur un peu le contenu qu'il fallait donner à la transition dans notre pays à partir du moment où on a senti peut-être que l'élection n'allait pas avoir lieu dans les limites constitutionnelles. C'était la dynamique seule qui se battait pour qu'on puisse aller dans le sens du respect de la Constitution. Et on était content que ces credos du rassemblement, plutôt de la dynamique, aient été repris par le rassemblement. C'est ce qui a expliqué le fait que nous, qui étions à la dynamique, avons fait le pas, en tout cas en ce qui me concerne personnellement, facilement pour ensuite aller rejoindre le rassemblement. Et le rassemblement, en ce moment-là, c'était clair, son mandat, c'était d'être en regroupement de la majorité, plutôt de l'opposition, avec comme objectif d'obtenir le respect de la Constitution. Mais vous êtes en train de refaire l'histoire, M. Matungu. On n'a pas le temps de refaire l'histoire. S'il vous plaît, M. Matungu. Non, mais je vais terminer. Parce que j'y arrive, c'est ça la conclusion. Donc, nous sommes au rassemblement pour pouvoir obtenir le respect de la Constitution. Nous sommes au rassemblement pour pouvoir obtenir l'organisation des élections. Mais à partir du moment où, comme on l'a vu, il y a eu des doutes à un moment donné sur finalement ce qu'était le mandat du rassemblement, je crois que tout le monde le sait, qui était devenu à certains égards comme une sorte de plateforme électorale pour certains d'entre nous. Mais ça pose problème. Mais nous avons entendu depuis quelque temps qu'on serait en train de revenir au moins à la notion ou le mandat, la mission primaire du rassemblement. Je vous ai répondu, je crois que j'ai eu l'occasion d'intervenir sous les ondes des Top Congo il y a quelque temps, et je vous avais dit que tant que le rassemblement serait une plateforme électorale pour certains d'entre nous. Nous, en tant que Komanabiso, tout à fait normalement, je crois qu'on aurait des difficultés à fonctionner là-dedans. Monsieur Matungu, s'il vous plaît, vous avez pris 5 minutes à répondre à cette question. Parce que c'est une question importante. S'il vous plaît, lorsque vous avez interrogé dernièrement le doyen Kyungu, le doyen Kyungu a dit que le rassemblement n'était pas une plateforme électorale. Justement. Il a dit que avant d'en arriver à l'avenir, avant d'en arriver, obtenir la tenue des élections. Monsieur Matungu, et si tel est le cas, je crois qu'il y en a beaucoup parmi nous qui seraient disposés à revoir leur position par rapport à cet important mouvement politique. À l'avenir du rassemblement, j'aimerais peut-être refaire votre récente histoire. Lorsque vous êtes arrivé, jouissant de votre virginité politique, vous veniez d'arriver sur la scène et tout, après une carrière internationale, vous avez adhéré à la dynamique. Derrière, qu'est-ce que vous avez fait de cette dynamique? Elle a éclaté. Vous avez pris un camp, Martin Fayoulou, avec qui vous êtes pris d'ailleurs la tête sur les réseaux sociaux, a choisi un autre camp. Puis vous êtes allé, lorsque le rassemblement a éclaté, vous êtes allé à Kasavubu. Quelques jours après, vous avez reconnu l'autorité de Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle je vous repose la même question. Où se situe Freddy Matungu aujourd'hui? Parce que après avoir reconnu l'autorité de Félix Tshisekedi comme président du rassemblement, vous avez été consulté par Bruno Tshibala, ce qui n'était pas du coup du camp du rassemblement dirigé par Tshisekedi. Où vous êtes exactement aujourd'hui? Voici ce que j'ai dit. Je crois que la réponse est très très simple. Freddy Matungu est toujours du côté de ce que
la population a comme attente. Monsieur Matongoulou, tous les politiciens parlent de la population. Non, il faut être très clair. Moi, on ne peut pas me définir par rapport à des individus. Mais puisque vous avez adhéré clairement à la dynamique pour le rassemblement, pourquoi vous ne voulez pas dire bien sûr que si vous n'êtes ni d'un côté ni de l'autre, dites-le. Non. Vous pouvez adhérer à un regroupement politique en fonction des développements du moment et éventuellement être à mesure de pouvoir vous repositionner en fonction de l'évolution de la situation. Ni à Kassavougou, ni à Limete. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui m'intéresse le plus, c'est que la population congolaise souhaite. Tous les politiciens parlent au nom de la population. Mais moi, en attendant, je suis là. Je suis en train de parler au nom de la population et je n'ai rien fait qui, disons, remettrait en cause cette affirmation que je suis en train de faire. En ce qui concerne la visite que j'ai eue avec le Premier ministre Bruno Tshibala, c'est toujours dans la même logique. Visite annoncée par votre secrétaire général quelques jours plus tôt sur Top Congo, votre secrétaire général qui a été suspendu par le parti pour ce fait-là. Et quelques temps après, vous-même qui l'avez suspendu pour la même raison, êtes allé voir le Premier ministre. Non, il ne faut pas faire l'amalgame. Moi, je vous pose une question très simple, monsieur Thierry Kambundi. Nous sommes en train de travailler ici avec monsieur Christian Lousakweno, que je considère comme étant le patron de votre maison. Est-ce que vous pensez que ce serait de bon goût que d'aller faire des déclarations de cette nature sans le consulter sur des questions aussi fondamentales? Non, absolument pas. Nous avons expliqué pourquoi le secrétaire général avait été suspendu. Vous connaissez très bien et le contenu et la nature de la déclaration qu'il avait faite. Est-ce que vous pouvez comprendre qu'une telle démarche puisse être faite sans que moi, je n'ai pu en avoir j'ai pu avoir le privilège d'être informé avant. Voilà pourquoi le secrétaire général avait été suspendu. Mais en ce qui concerne la rencontre avec Bruno Tshibala, moi, j'ai toujours cru que chaque Congolais, quand il en a l'occasion, a l'obligation de travailler pour son pays. Et quand Bruno Tshibala m'a consulté, je lui ai donné mon point de vue, y compris sur ces questions économiques que nous sommes en train de débattre ici. Parce que je pars de l'hypothèse que, comme moi en 2001, si on vous donne l'occasion de travailler pour votre pays, vous avez l'obligation d'aller dans le sens de rencontrer les attentes de la population. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais ma dernière question par rapport à l'opposition de manière générale, rassemblement dynamique, toute tendance comprise, vous ne pensez pas avoir déçu la population? Kabila vous a tendu un appart, vous a offert un beefsteak, vous avez tous sauté dessus, finalement, on est allé dans tous les sens. Vous ne pensez pas que c'est une vraie déception pour la population qui a cru en vous? Bon, évidemment, lorsque vous dites pour la population qui a cru en vous, je suppose que vous parlez de l'opposition d'une façon générale. Vous y compris? Oui, y compris. Et donc, je crois que les faits sont clairs. Vous allez dans une bataille comme celle que nous étions en train de mener, et vous revenez bredouille, je crois que c'est ça qu'il faut dire, ça signifie que vous avez déçu. Vous espérez et ça signifie que vous avez déçu. Ça signifie que vous n'avez pas, en ce qui nous concerne, le rassemblement, pendant les négociations, mis en place la stratégie qu'il fallait pour vous donner les résultats recherchés. Et c'est très très clair pour moi, les résultats n'ont pas été réalisés, nous avons déçu, et je le reconnais. Vous espériez être au gouvernement? Monsieur Matungoulou, espériez-vous être ministre? Écoutez, moi, Matungoulou, être ministre n'a jamais été, pour moi, une fin en soi. Moi, je peux vous le dire. Hein? Puisque votre réponse est... Je peux vous le dire. Puisque votre réponse est non, oui. Est-ce que vous pensez que la désignation de Bruno Tshibala s'est faite dans les règles de l'art? Moi, ce que je dis, c'est que tout ce qui se passe depuis la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas tout à fait exactement ce que nous attendions. C'est clair. Vous attendiez qui? Félix Tshisekedi, Premier ministre? Non, enfin, moi j'attendais une désignation d'un Premier ministre suivant un consensus large. Consensus au sein du rassemblement ou au sein de la nation d'une façon générale? Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons besoin de ce consensus pour que le gouvernement puisse être en mesure de travailler. Donc je ne souhaite pas qu'on parle d'individus ou de personnes. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est important
que nous ayons un gouvernement qui rencontre dans toute la mesure du possible Félix Tshisekedi semblait être au rassemblement celui qui incarnait le mieux. Est-ce aussi votre avis? Bon, ça c'est votre point de vue. Non. De toute façon, c'est une question. C'est ce que le rassemblement disait. C'est une question qui n'a jamais été discutée en ma présence au niveau du rassemblement. Ça, je peux vous le dire. Vidéo Kinshasa. Vidéo Kinshasa.